Voilà, je vais vous parler de ce qui se passe un peu en Suisse et d'abord vous dire quelque chose sur mon titre parce qu'il avait été modifié par inadvertance dans le programme où c'était écrit quel bénéfice pour les professionnels de l'autisme. Moi, ce qui m'intéresse toujours, ce qui est ma priorité dans tout ce que je fais par rapport aux formations, c'est les personnes avec autisme. Je ne ferai pas une formation qui ne leur profite pas. Il faut que ça ait un effet. Alors, ça peut-être pas toujours, on va voir. Ça marche plus ou moins. Donc, je vais passer un peu en revue, faire un peu ces constats, mais d'autres les ont déjà fait. Le début, je vais peut-être passer assez rapidement, mais quand même, peut-être qu'il y a 2-3 choses à rappeler qui sont importantes. Et puis, qui sait, je vais un peu parler de cette révolution des années 80, puis discuter ceux qui l'ont fait ou ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis ensuite, je vous dirai un peu ce qui se fait justement en Suisse romande avec le CAS, les bilans qu'on peut avoir aujourd'hui, puisqu'on en est à la 3e volée. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les pratiques? Est-ce que ça change les choses de former les gens? Parce qu'après tout, on peut se poser la question. Alors voilà, et puis un peu des nouvelles ambitions peut-être pour la suite à partir de ces constats. Alors les constats, pourquoi c'est important d'avoir une formation? Mes collègues, ils ont déjà dit ça beaucoup. Moi, j'aime bien cette idée de faire des environnements qui soient autism-friendly. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors c'est le point de vue de... J'ai mis la référence en bas de Vittel et Gilberg. Le premier point qu'ils nomment, c'est avoir des gens qui sont formés. Donc c'est vraiment la chose. Si une fois vous devez défendre une formation, dans toutes les recommandations, c'est toujours la première phrase. On veut des personnels qui soient formés. Et puis qui comprennent les problèmes de communication, etc. Bon, le reste, c'est peut-être aussi classique, les pédagogies structurées, mettre des apprentissages individualisés de manière spécifique, ça c'est vraiment une chose qui est extrêmement importante d'individualiser les accompagnements. Pour tous les enfants, j'ai envie de dire, pour tous les adultes, pour toutes les personnes en situation de handicap, mais dans l'autisme, c'est encore plus le cas, puisqu'on sait qu'ils sont tous tellement différents les uns des autres. Et que vous ne pouvez pas aller avec une recette, vous ne pouvez pas aller avec quelque chose qui est tout cousu d'avance. Et puis aussi, toute cette chose importante d'être toujours au niveau de compétence de la personne, ça veut dire que si on veut se spécialiser, il faut aussi pouvoir évaluer c'est quoi la compétence de la personne. Et ça, ce n'est pas si simple que ça dans l'autisme, vous le savez aussi. Alors, les constats du manque de formation, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Alors ça, je dis l'exemple en Suisse romande, du coup, manque d'intervention précoce. Je ne devrais pas dire manque, je devrais dire pas. C'est une catastrophe quand on y pense. Je veux dire, vous avez pratiquement zéro. On n'est pas à dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y a 5 enfants qui sont pris en charge par les pouvoirs publics. Je ne parle pas du privé, de l'argent qui est mis par les parents pour ça. Donc, diagnostic, ça s'améliore. Alors, on va voir dans mon intervention, je vais pas mal dire, oui, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent, mais on est quand même encore loin du but. Ça s'améliore. Avant, on avait les diagnostics d'autisme pour un enfant qui ne parle pas, qui est typique, que tout se voit très bien à 2 ans, à 7 ans. Maintenant, on est à 4, mais on n'est toujours pas à 2. Donc, il y a encore du travail. Les bonnes pratiques, mise en œuvre des bonnes pratiques, ça c'est aussi une chose qui n'est pas du tout, qui commence un peu, mais qui a encore beaucoup à faire. Et puis, il y a toujours des difficultés qui sont encore dénoncées et qui me semblent importantes de jamais oublier parce que il y a du progrès dans des bouts, mais il y a des bouts où il n'y a pas de progrès. Et je me suis dit un peu les extrémités du spectre. C'est-à-dire les gens qui sont très déficitaires, qui n'ont pas de langage, qui ont des comportements défis, on est quand même toujours très démunis. Il y en a encore trop qui ont des doses de médicaments faramineuses. Il y a encore vraiment beaucoup à faire à cet extrême-là. Et au niveau des droits humains, moi, à chaque fois, je suis choquée. Donc, il y a vraiment là, à cet extrême. Puis à l'autre extrême, il y a des très bons niveaux, ces gens qui sont exceptionnels, mais qui ont vraiment ces problèmes d'interaction sociale tellement grands qu'ils n'ont même pas de boulot, alors qu'ils ont des compétences extraordinaires. Et il me semble qu'on est actuellement dans les 2 extrêmes. Alors après, vous pouvez faire tout ce qu'il y a entre, évidemment. Donc pourquoi il faut des formations? Il y a ces manques-là. Je n'ai pas résisté à vous montrer un petit extrait de film qui a passé à la télévision il y a 15 jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'arrive à mettre. Donc sur le fait de... Alors c'est la France, ce n'est pas la Suisse, mais c'est aussi quelque chose qui est pas loin, qui a pu exister, qui devrait plus exister, mais qui existe encore un peu en Suisse. Alors j'y arrive. Ah non, j'ai raté le coup, attendez. Voilà. C'est juste 2 secondes, donc c'est les maltraitances qu'on peut faire. À chaque visite, voilà dans quel état André retrouve sa fille. Ce jour-là, choqué, il filme Eva avec son téléphone portable. Eva est sanglée à son lit, alors qu'elle est très calme. La jeune fille est incapable de retenir sa salive.
C'est juste cette petite vignette pour rappeler, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Si vous voulez regarder tout le film, quand elle est avec ses parents, elle n'est pas comme ça. Hein. Donc, elle a quand même une capacité de vivre. Et c'est vraiment dans l'hôpital psychiatrique où elle était internée pendant une année, où ça s'est passé comme ça. Et j'ai bien aimé le commentaire qu'a fait Éric Lemonnier sur cette petit passage. Donc, j'ai juste noté, parce que c'est la fin de son intervention, où il dit ça. Alors, ça y est, j'ai perdu ma souris. Voilà. Là, on a une inflation thérapeutique qui est folle. C'est une façon de faire qui date. Il y a 20, 30 ans, on n'avait pas la connaissance. On n'avait pas la compréhension du truc qu'on avait. Et donc, c'était des pratiques qui étaient assez courantes à l'époque. Et heureusement, aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Et derrière ça, c'est le reflet de l'ignorance. En médecine, quand on est ignorant, on devient compétent. Alors voilà, c'est cette petite maxime que l'ignorance amène à l'incompétence. Et donc, ce à quoi il fait référence, c'est ce changement, et moi j'ai appelé ça un peu mon intermède historique. Donc ce grand changement qui a eu, cette révolution qui a eu dans l'accompagnement, en tout cas, mais dans le monde entier, mais en tout cas en Europe, c'est ce qui s'est passé dans les années 80. Donc ça fait quand même plus de 30 ans hein, par rapport au débat qu'on disait tout à l'heure et des visions qui s'accompagnent. On ne parle plus de psychose chez l'enfant. Moi, je suis quand même toujours, quand je dis ça, je me dis, mais 35 ans et puis on a toujours le diagnostic de psychose infantile, c'est quand même terrible, 35 ans après. Et donc, on parle de TED et on parle d'un trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est vraiment cette révolution qu'il y a eu dans les années 80. C'est fini. C'est plus les parents, c'est plus une question de développement psychologique, c'est plus quelque chose qu'on acquiert dans sa relation avec autrui. C'est quelque chose qui est inné. Et il y avait cette fameuse déclaration de Kanner qui acquitte les parents. Donc ce changement, c'était en 80, j'ai juste noté ici les changements de classification, quand on passe de la CIM-9 à la CIM-10, du DSM-3, etc. Et ces critères, ils ont été mis par Reuter, j'aime bien rappeler, parce que Reuter, il a quand même fait beaucoup pour la cause des enfants atteints d'autisme, mais aussi pour tous ceux qui ont des troubles du développement. Et le critère d'exclusion pour être un TED, c'est de ne pas avoir de symptômes psychotiques, donc de ne pas avoir hallucinations et délire. Et ça, c'est quand même... il faut le rappeler, puisqu'on continue de parler de psychose parfois pour ces enfants, et puis les journaux qui changent de nom. Alors, comment ça a été pris, cette révolution? Comment elle est entrée dans les pratiques? Je voudrais juste vous faire un petit panorama, mais on a déjà eu quelques éléments au début de cette journée sur ce qui se passe en Suisse, donc je vais un petit peu faire le point sur les formations de base et sur les formations continues en Suisse romande. J'ai fait une petite enquête, elle n'est pas exhaustive, vous me corrigerez s'il y a des erreurs parce que j'ai fait des mails, j'ai téléphoné à des gens, mais je n'ai pas forcément eu toutes les infos. Donc, pour les formations de base, chez les enseignants, il commence d'y avoir récemment, il y a des cours en autisme qui ont été donnés dans les masters, donc que ce soit à Lausanne ou à Béjune. À Genève, je n'ai pas su, à Lausanne, je n'ai pas su, alors je n'ai pas mis. Donc, ils sont leurs masters d'enseignement spécialisé. Donc, ces enseignants spécialisés vont avoir, au moins une fois ou l'autre, un autiste. Ils ont quelques heures, hein, c'est pas énorme, mais enfin, au moins aujourd'hui, ils ont la bonne version. Il y a 4 ans en arrière, ils avaient encore la version Bettelheim pour les Lausannois. Dans la psychomotricité à Genève, ils peuvent suivre le cours de Bruder à la FAPC. Je ne sais pas la longueur qu'il a exactement, mais enfin, ils ont la possibilité. Puis on a vu tout à l'heure que pour les Genevois, pour les logopédistes, ah oui, c'est après les psychologues. Pour les logopédistes, ça doit dépendre un peu du choix des étudiants. Je n'ai pas pu voir, mais il y a quand même Bruder là aussi qui peuvent suivre le cours. À Neuchâtel, à mon avis, ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas s'il y a des orthophonistes formés à Neuchâtel qui pourront confirmer. J'ai écrit, mais ils ne m'ont pas répondu. Mais j'ai trouvé un cours de M. Schwab sur la psychopathologie et dans lequel il parle dans les termes qu'il parle, ça doit manifestement, la révolution n'a pas eu lieu. Hein. Je pense qu'il a encore les anciennes terminologies, puisque lorsqu'on parle chez les enfants de psychose et puis de troubles névrotiques, c'est des termes, ça vous permet tout de suite, ah oui, ça c'est avant. Pour les ergothérapeutes, elles ont, c'est peut-être encore dans la formation de base celle qu'on a le plus, elles ont 16 heures, parce que les autres c'est souvent 4 ou 8, que je donne avec Emmanuel Rossini, qui est une ergothérapeute du Tessin. Pour les éducateurs, alors on a parlé tout à l'heure, moi je n'avais pas les deux l'un en face de l'autre, des Genevois. Il y a des introductions, ils ont 8 périodes. C'est quand même très peu aussi, hein, quand on y pense que c'est quand même des gens qui vont être souvent dans leur travail confrontés à ces personnes. Moi qui suis, donc je forme les éducateurs, donc je fais partie des gens qui leur donnent les 8 heures. C'est extrêmement difficile de dire il faut en faire plus. Moi j'essaye.
Mais tout le monde me dit, ah non, mais attends, les toxicomanes, et puis il y a tous les autres, et puis tout le monde veut enseigner pour les siens, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est quand même une difficulté dans la formation de base. Et puis médecine, on a aussi eu tout à l'heure quelques remarques là-dessus. Donc ils ont parfois 2 heures dans leur formation de base, c'est ce que j'ai su, mais en tout cas jamais plus. Hein, voilà. Et puis les psychologues, on en a aussi parlé, ça dépend des choix. Donc ça dépend, ils ont un peu la liberté de choisir, mais en général, par rapport à la Révolution, c'était ça mon thème, ils sont après la Révolution à Genève et à Fribourg. Par contre, à Lausanne, c'est toujours avant. Donc ils ont un cours de psychopathologie d'avant les années 80. Et puis dans le master, il y a une introduction qui se fait. Et quand on le fait avec des gens qui sont dans la salle, d'ailleurs, le cours en master, on a toujours quand même à faire des étudiants qui ouvrent des yeux grands comme ça quand on leur dit que les choses ne sont peut-être pas comme ils pensent. Donc il y a quand même encore cette chose-là qui est donnée. Alors voilà, pour les formations de base, c'est un petit peu... En gros, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. Juste si on peut se dire ça comme ça, et ça va être un peu ma conclusion, vous verrez, c'est un peu ça. Alors dans la formation continue, je suis allée un peu chercher, là aussi c'est pas exhaustif, hein, je suis allée chercher dans les formations continues des psychologues par exemple, et dans la formation qui est cette année, le programme 2014, il y a 2 cours qui sont corrects, qui sont bien, avec des gens que vous connaissez sûrement, sur le groupe de compétences sociales, et puis un nouveau cours du trouble du spectre de l'autisme que fait ma collègue de Fribourg, de Spinen-Sapin. Magnifique, ça commence. Parce que c'est la première année. Mais la majorité, c'est quand même ça. Hein. Donc j'ai juste pris les trucs sur l'autisme avec Rorschach pour de l'autisme. Il faut vous rendre compte ce que ça veut dire. Hein. Test projectif, hein. Si ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est le test de Rorschach, on vous met un truc qui ressemble à, alors j'ose pas dire quoi, parce que ceux qui font du Rorschach, ils vont faire des interprétations sur ce que je vais vous dire. Enfin, voilà, vous avez 2 trucs symétriques, et puis on vous demande de dire ce que vous voyez, puis en fonction de ce que vous dites, on interprète. Alors que les synesthètes, ça doit être pas mal ce qu'ils interprètent. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on leur donne... Voilà, bref. Avec des approfondissements, toujours, vous voyez, les diagnostics. Hein. Nous aborderons le psychodiagnostic de l'enfant et de l'adolescent. Nous aborderons ici des fonctionnements plus complexes tels que les dysharmonies psychotiques, les dysharmonies évolutives, les parapsychoses et les prépsychoses. C'est ça. Donc, il y en a quand même 3 contre 2, puis il y en a encore d'autres, hein, si on veut compter le changement. Je suis aussi allée voir chez les pédopsychiatres, et j'ai trouvé que M. Renck donne un cours prise en charge comportementale des troubles du spectre de l'autisme, une fois 2 heures. Bon. C'est quand même ça existe. Hein. Ils ont introduit ça, je ne sais pas depuis combien de temps. Et ça, c'est vraiment la formation continue des pédopsychiatres. Donc, on pourrait imaginer qu'ils ont 20 heures là-dessus, hein, peut-être plutôt que juste 2 heures. Mais ça, c'est la liste. Alors, je n'ai pas mis toute la liste de tout ce qu'ils ont. Freud pour les nuls, etc. 3 fois des psychodrames, quand même. Hein, c'est quand même chose. Et puis, histoire de la prise en charge des enfants souffrant de TSA dans le canton de Vaud. Donc, on a juste, c'est ce que quelqu'un disait, hein, quand les cours qui sont un petit peu actualisés, c'est de l'histoire. Ce n'est pas forcément de comment est-ce qu'on fait. Avec un point de vue toujours sociologique, on essaye d'expliquer pourquoi les parents ne sont jamais contents, hein, pour simplifier un peu les choses. Voilà. Alors, d'autres choses peut-être plus... ce qui se fait avec les approches actuelles, donc les gens, comme je disais tout à l'heure, qui ont peut-être fait cette révolution. Ici, je vous ai mis les formations courtes qui sont offertes par Autisme Suisse Romande. Alors, ce qui est quand même important de noter, c'est de dire que pour apporter les nouvelles visions, les parents, c'est les associations de parents qui se sont mis à faire des formations, ce qui est quand même très révélateur de l'état des lieux, que ce soit eux qui font des formations, et ils en font continuellement. Donc, il y a 15 à 20 journées de formation par an, c'est quand même pas mal, depuis 5-10 ans qui sont données. Ce n'est pas toutes les années les mêmes, donc si vous voulez vous former et que vous allez faire toutes ces formations, que vous les accumulez, on devrait compter, certains, je pense, parmi vous qui en ont suivi pas mal, au bout du compte, est-ce que vous êtes loin de la licence professionnelle dans le nombre d'heures que vous avez suivies, à combien vous en êtes, hein, si vous avez accumulé toutes ces formations. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à noter. Il y a aussi ces formations de soirée que vous connaissez sûrement puisqu'elles sont organisées ici à Genève. C'est quand même 8 à 10 soirées par an. 8 à 10 fois 2 heures. Hein. Vous avez vu que la formation continue des pédopsychiatres, ils ont 1 fois 2 heures. Juste pour montrer la différence qu'il y a entre ces différents lieux.
Il y a aussi toute la formation pratique, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, qui est aussi offert par Autisme Suisse Romande, qui a lieu tous les 2 ans, mais c'est 3 jours de théorie et puis une semaine de mise en pratique, avec le programme comme il se fait en Caroline du Nord avec l'approche Teach, hein, avec la semaine où on a des personnes réelles qui sont là, puis on doit monter un programme. J'ai participé à ces formations pratiques. J'ai toujours été éblouie par ce qui s'y faisait. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous sûrement qui les ont suivis ou qui vont... c'est quelque chose d'impressionnant. On nous dit souvent, oui, mais c'est tellement compliqué d'accompagner les enfants autistes. Eh bien, les professionnels qui sont aguerris, bien sûr, qui ont beaucoup de pratiques, ils arrivent le samedi matin. Ils ont reçu une description de l'enfant qu'ils vont devoir accueillir le lundi. Cette description, elle est super bien faite. Il y a plein de données, on sait tout, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs difficultés. C'est un modèle d'ailleurs, tout le monde devrait utiliser ça pour quand ils doivent transmettre des informations sur un enfant. Ben, en une journée, ils préparent leur salle de classe. En une journée, ce n'est pas 2 ans, en une journée. Elles sont là, ils montent tout, ils installent tout, des bibliothèques et tout, un programme pour le lundi, toute la journée. Lundi matin, les enfants arrivent, ou les adultes, parce qu'il y a des enfants et des adultes, et puis on y va. Et puis je me rappellerai toujours Myriam le lundi à midi, elle dit, je dois tout refaire, et c'était tout faux ce qu'on m'avait dit. Elle a pu refaire toutes ses activités pour le mardi matin. Mais c'est possible, hein. Parce que souvent on entend c'est trop difficile, on ne va jamais y arriver, c'est trop exigeant. En une journée, ils avaient mis en place le programme. Donc ça, c'est des formations qui sont faites. Il y a aussi des modules qui se donnent par-ci, par-là, pour les enseignants spécialisés à Béjune, par exemple, dans les soins infirmiers, à l'ARC. Donc il y a des petits modules, je ne les ai pas de nouveau tous notés, hein. Et puis, il y a aussi pas mal de formations internes aux institutions. Donc, ça veut dire que ces petites formations, il y en a quand même pas mal, il faut quand même dire. Moi, je n'ai pas fait le total en heures, mais il se trouve qu'il y a quand même de plus en plus de gens dans la pratique qui interviennent auprès des personnes avec autisme, qui ont participé peu ou prou à une de ces formations. Donc, si vous allez dans les institutions aujourd'hui ou dans les écoles spécialisées, vous allez quand même très souvent rencontrer quelqu'un qui a eu un bout d'une de ces formations. Et ça, il faut quand même le dire. Et ça, je pense que ça a quand même beaucoup changé depuis les années 2000. C'est vraiment quelque chose depuis 2005, 2006. Il y en a de plus en plus. On va voir est-ce qu'il y en a assez. Ça, c'est une autre question, mais il y a quand même quelque chose qui a changé ici. Alors, on m'avait demandé de vous parler un peu du CAS en autisme. Alors, je vais vous présenter aussi un peu les éléments. Je n'ai pas fait la liste de tous les cours qu'on avait. Si jamais je vous les tiens à votre disposition. Donc, ce CAS, c'est 22 journées de formation, 15 crédits. Bon, j'ai juste mis les choses classiques. J'ai fait un petit calcul. Alors, pour comparer avec la licence professionnelle, puisque tout à l'heure, j'ai appris les chiffres. Donc, nous, on a une demi-licence. Enfin, c'est à peu près la moitié de la licence professionnelle en nombre de cours. Hein, nous, ça fait 195 heures de cours et vous en aviez 418, donc on est à peu près à la moitié. Donc c'est quand même pas mal, je me suis dit, tout à l'heure, quand j'ai entendu la licence professionnelle. Je me suis dit, finalement, c'est quand même pas mal, on fait 2 CAS et puis on y est, hein, si on veut, pour un petit peu justifier les choses. Notre CAS, il a une particularité, c'est qu'il est organisé en modules et puis il a vraiment cette idée qu'on va essayer de suivre ce que c'est vraiment l'intervention avec des personnes atteintes d'autisme, de la compréhension à l'intervention, si on veut. Donc, on a une partie qui est de la compréhension, ça correspond à ce qu'on a vu dans la licence. Donc, si je faisais la liste des cours, on a la même logique. On en a juste un peu moins, certainement. Et puis, on n'a pas tous les... Oui ? Pour aider, ça veut dire CAS. Certificate of Advanced Studies. Voilà. Donc, l'idée d'avoir les notions de compréhension, l'actualiser. Et puis ensuite, on a un module d'évaluation et un module d'intervention. Et il y a vraiment un travail très important qui est fait sur comment connaître la personne à qui on a affaire et comment on l'évalue. Et là, on va développer un apprentissage des tests, j'en parle encore un petit peu après. Et puis, il y a intervenir, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait notre PEI et puis qu'on va aller sur le terrain. Et puis, un travail final. Ce qui est important, oui, je veux juste vous donner un petit peu les points forts. Donc, l'approche qui est présentée, c'est l'approche par l'éducation structurée. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est tout le spectre et tous les âges. Donc là, on est un peu optimiste, on est un peu trop, mais en même temps, ça permet à des gens qui ont des pratiques différentes de suivre ce CAS. C'est très important pour nous, justement, d'être sensibilisés aux difficultés particulières des personnes concernées. Et puis, en gros, on fait du teach, pour simplifier notre approche, même si on n'est pas forcément labellisé. Donc, avec cette idée qu'on doit évaluer, intervenir, réévaluer. Et les outils qui sont présentés, c'est le PEP, la PEP et d'autres
Maintenant, on fait aussi un peu de... je ne sais plus le nom. Pour le langage, de confort, et puis les filles, enfin, et puis les évaluations aussi, les évaluations sur le terrain. Et puis après, c'est toute l'intervention structurée. On collabore avec donc des professionnels qui sont nommés ici, Brigitte Cartier-Nelles et Marc Segura. Je voudrais quand même juste signaler, puisque Brigitte est dans la salle, c'est une des seules personnes en Europe qui est certifiée TEACH. Donc on a quand même beaucoup de chance de l'avoir. Et elle introduit ça pour nos étudiants. Et au niveau de la pratique, c'est vraiment fondamental. Ce qui est aussi, je crois, le point fort de ce CAS, c'est qu'on ne peut y participer que si on travaille. Donc on n'a pas de stage, mais tous les participants doivent être en train de travailler avec des personnes du spectre de l'autisme. Et toute la partie pratique se fait sur leur terrain. Donc ils doivent faire les évaluations avec quelqu'un qu'ils connaissent, ils doivent faire l'intervention avec quelqu'un qu'ils suivent, et puis ils font leur travail final sur une des... Alors ça peut être la même, ou ça peut être différent, ça dépend où ils travaillent. Et ça, je pense que c'est vraiment un point fort parce que ça veut quand même dire qu'à chaque volet, eh ben, il y a un certain nombre de personnes avec autisme qui vont être bien accompagnées pendant un moment. Et moi, je n'oublierai jamais cette fois-ci, puisque l'important, c'est aussi ce que ça donne sur la pratique. Une des participantes du certificat, elle a réussi à apprendre, moi j'appelle ça l'effet carambar, parce que ça me plaît bien l'effet carambar, elle a réussi à apprendre à un adolescent de 18 ans à aller seul aux toilettes. Aller aux toilettes tout court, pardon, il avait des langes. Juste pour qu'il apprenne le lien qu'il y avait, c'est un lieu où on peut faire pipi. Eh ben, il passait 1 heure, et puis si pendant 1 heure il avait fait pipi, il avait un carambar. Eh ben, l'effet carambar, après il a mis un demi-carambar, après il a mis un quart, puis après il n'y avait plus de carambar du tout, parce qu'il a compris que c'était quand même beaucoup plus confortable d'aller aux toilettes que dans les langes. Et jamais personne ne lui avait appris ça. Il était capable d'apprendre, certainement, il aurait pu l'apprendre à 4 ans. Bon, mais à 18 ans, il l'a appris, je dis, bon, on sert à quelque chose, il y a moins une utilité. Donc cet aspect pratique, je pense que c'est un point fort et ça donne du coup que je pense que les personnes qui suivent ce certificat de formation continue en autisme, pour ce qui est de l'approche TEACH, ils ont une formation un peu équivalente, je pense, que la vôtre, après, qui est faite en France. Après, il y a très peu d'ABA, il y a très peu d'autres choses, tous les autres modèles ne sont pas développés, on fait juste des petites sensibilisations, mais au niveau professionnel, je pense qu'il apporte cette chose-là. Donc le bilan de ce CAS, il y a je crois que je l'ai dit du coup, une bonne spécialisation de l'approche structurée, mais on a quand même rencontré beaucoup de limites, notamment si on est seul dans une institution, c'est très difficile de continuer, d'implémenter les choses quand vous avez tous vos collègues qui ne sont pas du tout formés. Donc là, il y a eu entre guillemets, des pertes, c'est-à-dire que tous les gens formés ne sont peut-être plus encore aujourd'hui en train de continuer de faire de l'approche structurée et d'apporter cette chose-là. Donc on a actuellement 52 diplômés, c'est une formation qui a lieu tous les 2 ans, on commence la 3e volée, donc à l'échelle de la Suisse romande, ça fait finalement proportionnellement pas mal de gens qui sont formés et qui vont pouvoir mettre en œuvre ces approches. Il reste quand même, parce que voilà, si on compare un peu, il reste quand même qu'il y a ce manque dans les formations de base, et moi j'aimerais aussi dire un peu cette malformation de base, puisqu'on a tous ces pédopsychiatres et psychiatres qui ne sont vraiment encore pas formés en Suisse, avec ces diagnostics de la CFTMEA, mais ça je crois qu'on a déjà tout vu. Et puis les psychologues qui doivent faire une analyse pour être diplômés. On a quand même encore ces choses-là qui existent et qui doivent apprendre à passer des tests projectifs pour faire le suivi des enfants d'aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que ça commence de changer. C'est ça que, en faisant ce bilan aujourd'hui, j'avais un petit peu les deux extrêmes. Je dis, oui, mais il n'y a encore rien, mais il y a quand même déjà quelque chose, hein, puisque ça commence de changer. Donc il y a quand même beaucoup de gens en plus qui sont formés. Je dis, il était temps, parce que depuis 30 ans, on devrait y avoir ça. Donc c'est que depuis les années 2000. Hein, je crois qu'avant, il y avait quand même très peu, mais depuis les années 2000, vraiment, ça change. Mais on a quand même beaucoup de peine à mettre en place cet fameux environnement autism friendly. Et je voulais juste vous donner encore quelques exemples d'une recherche qu'on a fait où on voit un peu concrètement qu'est-ce que ça donne sur le terrain, comment ça arrive, ces nouveaux concepts dans la pratique. Donc c'est une recherche qu'on a fait, c'est chez les adultes, pour savoir comment s'est organisé les soutiens dans les structures résidentielles en Suisse romande. Et puis bon, là vous avez un peu tous les gens impliqués,
avec nos soutiens et puis le fait que c'était une recherche au Fonds national. Ce qu'on a utilisé pour évaluer ça, on a utilisé une échelle qui s'appelle l'ERS, qui permet d'aller voir comment concrètement les gens ils font. Oh, pardon, on n'observe pas, on leur demande, ce n'est pas une observation directe, mais on leur pose plein de questions. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites face aux difficultés de la personne, par exemple? Comment vous faites pour adapter votre communication? Comment vous faites pour gérer les troubles du comportement? Comment vous faites pour organiser l'environnement? Est-ce qu'il y a des supports visuels, etc. Donc c'est un long entretien qui dure 2 heures, où on cherche toutes ces choses-là. Puis après, on code sur une échelle en 5 points. Alors 1 et 2, ça veut dire 1, c'est quasiment rien. 2, il y a de temps en temps un petit quelque chose, mais c'est vraiment pas du tout suffisant. 3, il y a c'est un peu on a mis quelques pictos, on a fait quelques éléments d'adaptation, mais c'est tout. Et puis 4 et 5, c'est quand ça commence d'être bien. Donc, quand on voit qu'on implémente ses pensées, on a un PEI, on a un projet individualisé, on a construit un accompagnement, on a fait des évaluations, on a des stratégies pour les comportements des filles. Par exemple, pour les comportements des filles, il y a encore beaucoup à faire. Les choses qui se font, souvent, c'est qu'ils préviennent. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui évitent. Donc, on ne va pas dans les situations dangereuses. Mais apprendre des nouvelles choses, on n'en a pratiquement pas trouvé. Comment on fait pour faire autre chose que se manifester, par exemple. Alors, je vous ai juste mis ici un des résultats qu'on a. Alors, c'est toutes les échelles confondues, c'est des moyennes, mais c'est pour des personnes. Donc là, vous avez les personnes considérées, c'était 19 adultes, puis on les a ordonnées depuis ceux où il y a le moins d'interventions spécialisées à ceux où il y en a le plus. Et j'ai fait une ligne là, 3 et 3,5. Donc, en dessous de 3, ça veut dire que c'est vraiment pas du tout spécialisé. Vous ne mettez pratiquement rien à la place, c'est la moyenne. Donc, voilà. On peut se dire qu'entre 3 et 3,5, il y a 2-3 petites choses. Ça veut dire qu'il y a au moins une ou l'autre échelle où il y a eu un 4. Si on prend l'échelle qui va de 1 à 5. Donc, s'il y a eu un 4, il y a eu quand même quelque part une chose qui a été un peu mieux faite. Et puis, ceux qui sont en dessus de 3,5, là, ça commence d'être des cas spécialisés. Vous voyez qu'il n'y en a que 4. Donc, il n'y en a quand même pas beaucoup sur l'ensemble des endroits en Suisse romande chez les adultes. Alors que dans toutes les équipes, il y avait toujours au moins une fois une personne qui avait fait une de ces formations, un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Il n'y avait encore pas grand monde qui avait fait le CAS, mais bon, c'est encore autre chose. Et puis, les choses qu'il disait, ce qui était quand même très frappant, c'est qu'il disait, oui, on a fait des adaptations. On a modifié un peu. Par exemple, on modifie notre manière de parler. Je crois que c'est que pour Nel et Tess où on nous a répondu « Ah non, moi je leur parle comme à tout le monde ». Ça, c'était les seuls qu'on a eu comme ça. Les autres disent « Oui, il faut adapter ». Mais dans la manière d'adapter, on avait vraiment des choses très différentes. Par exemple, pour une personne qui a un problème de comportement, on peut dire « Jean, je vous aime bien, mais je n'aime pas votre comportement, ça, on ne fait pas ». Ou bien alors, Jean, si vous continuez comme ça, ce comportement, ça ne va pas. On ne crie pas, on va sortir de table, je vous conduis dans votre chambre. Ou bien alors, Jean, stop. Ben, Jean, stop, on ne l'a pas eu souvent. Mais tous disaient qu'ils adaptaient. C'est juste pour vous montrer que les gens, ils ont commencé de comprendre qu'ils devaient adapter, ils ont commencé de comprendre qu'ils devaient mettre des pictos, ils ont commencé de comprendre qu'on devait un peu modifier l'accompagnement, qu'on devait structurer. Mais ça s'arrête quand même très vite. On a quand même très souvent vu que sur un endroit, il y avait un picto vaisselle, mais dans le tiroir, il y avait du courrier, donc où les choses n'avaient pas été mises à jour. Donc, il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui restent à faire. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, il y a quelque chose, il y a un bout qui est fait, mais voilà, c'est un bon début, mais il faudrait continuer. C'est ça un petit peu ce que j'aimerais transmettre comme message aujourd'hui. Il faut aller au-delà, on ne va pas s'en sortir comme ça. Il faut vraiment que ça se développe encore, mais quand même, reconnaissant qu'il y a un bout qui est fait, et reconnaissant que, parce que sinon les gens, ils sont aussi, bon, il y a quand même des efforts qui ont été faits. Alors j'avais un petit peu une proposition comme ça, dire il faut une nouvelle ambition. Il faut commencer avec peut-être une nouvelle formation, quelque chose qui fait qu'il y ait vraiment, que les personnes avec autisme soient vraiment entourées de spécialistes. Et là, on est encore, vous êtes, je pense, d'accord, surtout les parents, qu'on est encore loin du but. Alors, je lance un peu une idée, il faudra voir si on arrivera une fois à la concrétiser, mais ce serait bien, ce serait de faire un MAS. Alors, là, j'ai mis Master of Advanced Studies, voilà. En gros, c'est 4 classes. Alors, c'est 2 licences professionnelles, si je fais mon petit calcul comme ça, de multiples ou de sous-multiples. L'idée que moi, je trouve qu'il serait intéressant de développer, c'est de faire quelque chose de vraiment modulaire, parce qu'actuellement, on a quand même beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de bouts de formation. Et dans notre cas, par exemple,
bon, c'est un peu financier, c'est que si on se met à reconnaître la moitié des cours, ben, on ne tourne plus. Donc, les gens, ils n'ont pas de reconnaissance des acquis. Si on se mettait aussi à valoriser ce qui est acquis, on aurait quand même des gens qui pourraient prendre un module ou un autre, puis qui finiraient par avoir le titre. Donc, on pourrait faire des parcours sur les profils, possibilité de valoriser des stages, et puis faire des profils pour un peu toutes les professions. C'est un peu ambitieux, hein, mais bon, je ne sais pas si c'est possible. Mais que, dans le sens que des médecins pourraient prendre un bout parce qu'ils vont faire du diagnostic, etc. Et puis des psychologues pourraient prendre un autre bout, puis des éducateurs, mais quand même tous en commun, ils auraient le gros cours de base sur ce que c'est l'autisme. Donc on pourrait imaginer des choses modulaires. J'ai pris un petit exemple pour discuter comme ça, pour montrer qu'est-ce que ça pourrait être. Donc on pourrait, si vous voulez, vous faites un module évaluation et diagnostic, donc vous allez faire la DIR, la DOS, etc. Mais vous allez aussi faire les évaluations, le PEP, le curriculum pour le Denver, le VBMAP pour la BA, etc. Et puis, il y aura un autre groupe qui pourrait faire l'intervention précoce, alors il va faire de la BA, il va faire du Denver, etc. Mais il va aussi apprendre à faire les évaluations parce qu'il faut aussi qu'il puisse faire du curriculum. Mais il ne va pas faire la DOS peut-être. Hein. Donc on pourrait imaginer comme ça des regroupements qui feraient qu'on formerait vraiment les gens aussi aux choses spécialisées, très spécialisées. C'est-à-dire qu'actuellement, on a quand même, alors à part nous, je pense que le teach, on est quand même assez bon, mais le reste, c'est des sensibilisations. Alors après, les gens, ils vont faire, on peut faire un cours ABA en Suisse romande dans le privé, on peut faire un cours Denver, ça va bientôt venir, on peut faire un cours PEX, on peut faire, etc. Et puis, on se retrouve avec justement ces petits morceaux, mais les mettre à l'intérieur d'une formation certifiée, ça, on n'a pas. Et moi, je serais assez pour aussi cette approche-là, pour que aussi les gens puissent se former aussi, c'est aussi un peu financier, il y a des problèmes financiers. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ces formations qui coûtent cher. Maintenant, si vous voulez faire du Denver, si vous voulez faire du PEX, ça coûte les yeux de la tête. Si vous voulez être certifié avec leurs propres critères. Et puis récemment, j'ai mon assistante qui a été suivre le cours PEX. Moi, j'étais un peu choquée, je ne sais pas vous, mais elle pose une question, il y a ça, il faut venir au prochain module pour la réponse. Ça s'appelle le business? Oui. Et moi, j'ai vraiment une résistance. Alors, j'ai commencé un peu ma présentation en vous disant, oui, moi, ce qui compte pour moi, c'est les personnes atteintes d'autisme. Le business, ça ne va pas très bien avec. Et là, il y a un problème à résoudre. Il faudra voir. Mais si on pouvait intégrer à l'intérieur d'un MAS ces choses-là aussi, ça serait quand même drôlement bien. Mais je ne pense pas qu'on aura les moyens de se payer Sally Rogers dans un MAS. Donc, c'est quand même un peu un problème. Hein. Comment on va faire pour réaliser ces $50 000 pour 3 jours? Donc, voilà. On y arrivera. Alors, pour conclure, donc on est bien d'accord que la formation est la clé de voûte de l'amélioration des pratiques. Et puis, je pense que c'est vraiment fondamental que les personnes avec autisme ont le droit d'être accompagnées par des personnes qui les comprennent et qui interprètent correctement les choses. Le changement, il est en cours. Pardon. Donc, ça, c'est sûr. Mais moi, je me suis fait cette petite phrase. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand il y a eu le changement avec les cigarettes. Quand tout à coup, dans les équipes, on avait plus de la moitié des non-fumeurs. Il n'y avait plus de fumée dans les réunions. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a eu ce balancement comme ça, puis après ça a été interdit, mais je pense que tant qu'on a moins de la moitié des professionnels qui ne sont pas spécialisés, eh ben, on aura de la peine à spécialiser les pratiques. Et là, il y a quand même encore beaucoup à faire. J'ai pris ce petit exemple, mais j'ai une collègue qui vient de me raconter, voilà, elle a fait sa class teach, elle a instauré les trucs, elle avait une collègue, ça marchait super bien, elle part en congé maternité, tout s'écroule. Et ça, c'est quand même la réalité assez régulière qui se passe. Et puis pour terminer, j'ai même réussi à vous faire une petite boucle avec le début, ce qui a été dit ce matin. Il faut quand même pas oublier que la formation, elle ne peut rien quand on ne sait pas, dans l'absence de connaissances. Il y a quand même beaucoup de choses dans l'autisme qu'on ignore. Donc on peut faire toutes les formations qu'on veut, si on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est la synesthésie, je peux faire le lien justement avec ce matin. Tous les problèmes sensoriels, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des problèmes sensoriels, mais personne ne sait ce qui se passe vraiment. À mon avis. Peut-être quelqu'un va me contredire dans la salle, mais où est-ce que c'est vraiment dans le cerveau que ça cloche? Alors, on a tout à coup, on arrive très vite avec des métaphores ou des analogies, on est surstimulé, mais où exactement? C'est quoi vraiment? Et dans l'endroit où on a le moins de connaissances, on a beaucoup de charlatans, et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier non plus. Et il reste quand même beaucoup de charlatans dans les interventions, notamment pour les problèmes sensoriels, qui sont mis en œuvre sans justification. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va nous occuper, je pense, dans l'avenir. Voilà, je vous remercie de votre attention.